Francosphère. Dominique Rodrer. Bonjour, le ministre est enceinte et le linguiste le trouve bien belle en cet état. En ces journées de la francophonie, nous recevons une des meilleures références en la matière, le linguiste Bernard Cerchilini, auteur de nombreux ouvrages chez Larousse, dont Enrichissez-vous par les francophones. Il est aussi un fervent partisan de la féminisation des noms de métiers, d'où son autre livre, Au Seuil, Le ministre est enceinte. Bernard Cerchilini a dirigé de nombreuses institutions sur la langue française et la francophonie. Il est également merci professeur pour TV5 Monde, ce qui a inspiré son Speak Prof à Jean-Marie Chazot. Et puis dans Le goût de l'enfance d'Anne Bonneau, Jacques a dit « Mangez-moi » et Laurine de la Grande Comore s'est exécutée en se goinfrant de graines de jacquier. Francophonie ? Qu'est-ce que ça dit? Francophone ? Qu'est-ce que ça donne? Bonjour Bernard Cerchilini. Bonjour. Est-ce qu'il existe une culture francophone, une identité francophone, comme il existe une culture française, une identité française? C'est une question qui s'est posée. On peut résoudre le problème, qui est important, par la langue. Encore une fois, ce qui nous réunit, c'est la langue française, qui n'est pas n'importe quelle langue. Ce n'est pas seulement des sons produisant du sens, c'est une culture, des chansons, une littérature, et puis c'est des valeurs, la solidarité, la fraternité. Et donc c'est tout ça qui fait que nous sommes ensemble pour former la francophonie. C'est ça notre identité. Elle est d'abord linguistique, ce qui est une bonne chose. Quelle est la principale qualité de la francophonie? Cette culture, certes, mais de la francophonie active, de la francophonie vivante, de la francophonie telle qu'elle peut se pratiquer au jour le jour, et son principal défaut? C'est la fraternité. Pour la qualité? Oui, certainement. Il y a quelque chose en commun qui n'est pas seulement une langue, mais la façon dont on s'en sert et ce qu'on en fait. C'est-à-dire qu'on se regroupe. On se regroupe pour s'unir. C'est très émouvant. Entre autres choses, vous avez été pendant 8 ans recteur de l'agence universitaire de la francophonie qui regroupe 909 établissements dans 113 pays. Mais pour faire quoi tous ensemble ? Eh bien, c'est intéressant, car les universitaires ont été parmi les premiers à s'unir en francophonie. Dès 1962, ils se sont réunis à Montréal, à l'époque c'était 40 universités, vous voyez le progrès depuis, pour notamment aider les universités des pays africains indépendants. 1962, c'est à la fois la révolution tranquille qui s'ébauche au Québec et les indépendances. Tout de suite, on tend la main pour aider les universités africaines à se construire, à se développer. Et aujourd'hui, qu'on n'est plus dans cette période-là, Bernard Cerchilini, est-ce que la francophonie ne développe pas plus d'institutions que d'influence ? Je ne crois pas. Je ne crois pas. Et vous avez cité le nombre d'universités adhérentes à l'agence universitaire. C'était tout de même considérable. L'agence universitaire, c'est maintenant la plus grosse association d'universités au monde. La seule fondée sur un critère linguistique. La seule fondée sur une langue, et cette langue, c'est le français. On voit que le français est une langue de culture, de savoir, de recherche, et une langue de fraternité universitaire. Les universitaires, depuis toujours, ont travaillé ensemble, en réseau, depuis le Moyen-Âge. Nous disons, l'universitas, qui est l'ensemble des collègues, elle se dit en français moderne, elle se dit francophonie, elle se dit AUF. C'est exemplaire. Si vous vous demandez encore qui vous parle, qui est Bernard Cerchilini, vous savez à qui vous pouvez vous adresser, à Corinne Alexia et à son fameux portrait coupé-décalé. Qui ne connaît pas Bernard Cerchilini? Ah bon? Vous ne le connaissez pas? Mais l'accent circonflexe, vous le connaissez? Eh bien, l'accent circonflexe, c'est lui. La preuve, il en a écrit l'autobiographie. Bernard Cerchilini n'a pas sa langue dans sa poche. Tout ce qui touche à la langue lui est proche. Fils d'ouvrier, il œuvre pour la langue française, à tous les postes importants depuis 40 ans. Avec une famille venue d'Italie, il prend fait et cause pour la francophonie. S'il était une femme, monsieur le professeur se laisserait facilement appeler madame la professeuse, car il ne veut pas d'un français racorni. Et devant la lenteur de l'Académie française à évoluer, il se demande si une académie francophone ne serait pas plus adaptée. Pas sûr que de brusquer ainsi les habits verts soit le plus court chemin pour siéger aux côtés de Dany Laferrière. Alors en allant plus vite dans la féminisation des noms que l'Académie française, est-ce que vous avez pris le risque, Bernard Cerchilini, de vous en fermer les portes ? D'abord, la question ne se pose pas, puisque... Vous n'êtes pas candidat ? Mais pas du tout. La fonction d'académicien et celle de grammairien sont toutes les deux éminentes et distinctes. L'académicien dit l'usage,
le grammairien l'étudie sans porter de jugement. Et le fait que l'Académie compte enfin des femmes depuis les années 80, aujourd'hui il y en a 5, c'est-à-dire plus de la moitié que depuis le début des temps, depuis Richelieu, c'est ça qui fait qu'aujourd'hui elle s'intéresse à la féminisation des noms? Notamment, le 28 février dernier, l'Académie a changé totalement de position, un virage de 180 degrés, je m'en réjouis. L'Académie accepte, reconnaît l'usage général d'ailleurs de la féminisation poussé par 2 de ses membres, notamment Dominique Bonnat et Daniel Salnave. L'Académie reconnaît que l'usage de la féminisation est général, elle reconnaît aussi le fait francophone. Et j'insiste à ce micro, la féminisation a commencé d'abord au Québec. Elle s'est étendue à la Belgique, à la Suisse. Donc les Français sont un peu les mauvais élèves. Ils ont tardé dans la mesure où l'organe de prescription, l'Académie française, un peu dépassée par ce français mondial et si vif, s'est braquée et pendant 30 ans a bloqué toute évolution. Mais elle n'a pas pu aller contre le bon sens. Tout le monde maintenant dit une ministre. Et dans ce livre, que vous voulez bien citer, je vous en remercie, j'ai raconté le tragique fourvoiement de l'Académie française. Qu'est-ce qui a rendu le français misogyne ? D'abord, ce sont les misogynes eux-mêmes. Il faut bien voir que les raisons tiennent au fait qu'il y avait quelques ténors d'une misogynie farouche à l'Académie française. Druon, Dutour, etc. Il y a aussi une langue qui reflète la société. Or, j'ai simplement montré par des faits avéré d'histoire de la langue, le recul du statut de la femme au XVIIIe et XIXe siècle. Quand vous prenez l'ancien français féminisait toutes les professions occupées par des femmes. Un bon exemple, l'Église catholique, dont le vocabulaire institutionnel s'est fondé au Moyen-Âge. Toutes les professions ou fonctions occupées par des femmes sont au féminin, la supérieure, la prieure, jusqu'à la papesse. On voit très bien, à partir du XVIIIe siècle, le recul du statut de la femme, qui n'est plus ambassadrice, qui n'est jamais préfète, qui n'est pas rectrice. Donc, elle n'est plus que l'épouse de... Et le masculin triomphe. Elle peut être coiffeuse, elle peut être masseuse, elle peut même être chanteuse. Pourquoi est-ce qu'elle ne peut pas être professeuse ni docteuse ? Alors, on va dire plutôt professeur avec un au bout et puis docteur également. Oui, mais c'est la même chose à l'oreille. Oui, alors généralement les mots en euse sont liés à un verbe. En l'occurrence, professer. Mais professer, étymologiquement, a un autre sens, signifie avouer une profession. Donc, on peut plutôt suggérer professeur avec un E. Quant à docteuse, c'est contraire à la morphologie, il n'y a pas de verbe docter. Donc, disons une docteure avec un E, ça va très bien. Les Québécois, et les Québécoises surtout, ont mis en route ce phénomène et surtout ont inventé ce magnifique suffixe que j'appelle le suffixe québécois, EURE, une procureure, une professeure, une docteure. Cela ne s'entend pas. Cela se lit, c'est très élégant. Nous l'avons dit, vous êtes l'auteur chez Larousse d'un recueil d'expressions et de mots de la francophonie sous le titre « Enrichissez-vous, parlez francophone ». Dans votre chapitre « L'artisanat verbal francophone », Thierry Belmont nous donne lecture des différents sens du verbe « amarrer » aux Antilles, en Acadie, dans l'océan Indien et au Québec en passant par l'Hexagone. Amarrer, attaché, noué, il se penche pour amarrer ses lacets, par dérivation séduire, conquérir, de la Réunion, envoûter, ensorceler, des Antilles et de Maurice, fou à amarrer, fou à lier. En français de référence, le verbe amarrer, qui provient du néerlandais comme une grande partie du vocabulaire de la navigation, concerne les bateaux, leur cordage et leurs chaînes, retenir un bateau en l'attachant, puis attacher au sein d'un navire, par extension fixé à l'aide de cordes. L'emploi francophone plus général est relatif à toute attache. Il peut être tenu comme une métaphorisation générale qui élargit favorablement le sémantisme du verbe, produisant des images et sens dérivés. Notons cette belle expression louisianaise. Il amarre ses chiens avec des saucisses. Il est si riche qu'il peut tout se permettre. Alors quand vous étiez en Louisiane, justement, où vous avez séjourné pendant des années, vous y avez résidé, est-ce que vous avez eu besoin, Bernard Cerchilini, de vous ramarrer avec certains collègues ou étudiants ? Oui, bien sûr, et j'ai pris ce verbe. Je trouvais mon français de France beaucoup trop étroit. On amarre qu'un bateau. En Louisiane, on amarre un cheval, on amarre ses souliers, et on se ramarre avec quelqu'un. C'est très bien, c'est un on se ramarre, ça veut dire on se réconcilie. Réconcilie. J'ai parlé de français augmenté, comme on dit, une réalité augmentée. On prend une photo et on l'augmente de façon virtuelle. Le français peut être augmenté.
amarré a un sens étroit, on peut l'élargir par métaphorisation. Voilà un bon exemple. Et du coup, le Petit Larousse a introduit le sens amarré général sous le verbe. Amarré est un des rares mots pour lequel vous citez un usage antillais, contrairement aux mots de la Réunion, très nombreux dans votre livre, parce que vous avez plus de rabatteurs dans l'océan Indien que dans la Caraïbe. Oui, j'ai travaillé avec les lexiques existants, j'ai trouvé beaucoup plus de choses. Mais en Haïti, il y a des choses. Mélancoliser, par exemple, pour être mélancolique, c'est une merveille. Et qu'est-ce qui vous fait caponner pour l'avenir du français? Non, rien. Sinon l'abandon du français par certaines élites. Le français va bien. Le français va très bien. Il peut tout dire et il dit tout. Caponner, c'est avoir peur à la Réunion, selon votre livre. Ben oui, comme un capon. Et je pense que certaines élites... séduites par un usage un peu snob de la langue anglaise, veulent abandonner leur langue. Et elles ont tort, c'est ça, finalement, la trahison des clercs, une fois de plus. Vous qui connaissez bien l'Afrique, Bernard Cerchilini, avez-vous déjà été tenté d'y faire un coup d'État? Coup d'État, non, c'est plus de mon âge. Coup d'État, c'est séduire la fiancée d'un autre. Mais voilà, non, certainement pas. Mais je sieste tous les dimanches après-midi, j'ai cessé de faire la sieste. Francosphère, Dominique Rodrère. Nous sommes en compagnie de l'éminent linguiste Bernard Cerchilini au lendemain de la Journée internationale de la francophonie. Avant d'y revenir, nous partons dans un des pays membres de l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie. Nous allons aux Comores pour le goût de l'enfance de Laurine qui confie à Anne Bonneau qu'il n'y a rien de tel qu'un Jacques bien mûr et grillé à souhait. Quand on était petit, on mangeait par nous-mêmes, les enfants. On allait au champ ou les arbres, le Jacques. Je ne sais pas que vous connaissez Jacques. On dirait pas, t'en fais une tête. On allait au champ, le champ qui n'est pas au loin, on ramassait. Chez nous, on ne dit pas Jacques, on dit Fénès. Il est mûr à souhait. On prend juste Jacques avec tout ce qui est dedans. Quand c'est mûr, on mange. On mange toujours, on mange toujours. Par contre, on ne mange pas la peau. Tenez, goûtez. Non. Après, on prend les noyaux de Jacques, on les cuit et après on les mangeait avec, on mettait du sel dedans. On les mettait dans le feu quand on préparait avec le bois. On le mettait dans le feu, on les grillait dedans. Après, on mangeait, c'était bon. C'est entre enfants, c'est pas un repas familial. Ouais, ils sont bien trop jeunes pour manger de la viande. Mais c'est bon, c'était bon. On mangeait pour passer le temps, pour jouer, pour avoir des activités. C'est le matin à la campagne, c'est adorable. Autour de chez nous, pas autour, mais à côté, à 10 minutes à pied. Pas très loin. Mais Jacques était dans la ville, pas loin. Jacques est là, comme les manguiers en fait. Comme les manguiers, on peut trouver les manguiers à côté. Et puis bientôt, il y aura des murs. Oui, et puis il y a des ronces aussi, tiens. On jouait à la poupée, on jouait au ballon, on jouait à la corde à sauter, on faisait des traits et des carrés et puis on sautait. Nous, on se mettait dans la cour, on traçait, on sautait avec des petits cailloux. Chez nous, il y a la mer. On pouvait y aller. On peut y aller quand on veut. Quand surtout il y a la marée haute, on va se laver, on se baigne, on joue. Voilà. Je suis sûr que vous aussi, vous allez plonger dans votre Larousse préféré, Bernard Cerchilini, pour y trouver le Jacques et le Jacquier. En attendant, vos goûts de l'enfance, c'est ce qui vous ramène parfois du côté de l'Italie paternelle ? Oui, bien sûr. Bon, je suis gourmand, je suis lyonnais, donc... Capitale de la gastronomie, ça fait de vous un gastronome ? Lyon est la capitale des gastronomies et capitale de la province, comme on dit, bien sûr. Oui, vous savez, on peut m'acheter pour une tranche de pâté en croûte, naturellement, ou pour une quenelle d'Antua, ou pour un saucisson brioché. Question posée aux gens qui voyagent beaucoup, comme vous. Où est-ce qu'on mange le mieux parmi les endroits que vous connaissez ? Partout où on mange la cuisine de sa mère et de sa grand-mère. Voilà. Et partout. La cuisine de Louisiane, est-ce qu'elle est très différente du reste des États-Unis ? Oui, bien sûr. Et c'est une cuisine. J'aime ce grand pays que sont les États-Unis, mais il y a très peu de cuisine régionale, sauf en Louisiane.
où il y a vraiment le gombo, le riz, les saucisses. Mais cette cuisine, vous savez, doit beaucoup à la francophonie, car le gombo provient, il faut le dire, de la nourriture que les esclaves sénégalais ont apportée en Louisiane. Il y a des liens étroits entre la Louisiane et le Sénégal, qui sont notamment culinaires. En Louisiane, vous avez été directeur à Bâton Rouge du Center for French and Francophone Studies, ce qui dénonce à lui seul, c'est intitulé peut-être le problème du français en Louisiane aujourd'hui ? Non, parce qu'il s'appelait aussi le Centre d'études françaises et francophones, mais comme il appartenait à une université américaine, le titre anglais passait d'abord. Non, c'est un centre important. Écoutez, il a été dirigé avant moi par Édouard Glissant et Assia Djebar. Ce n'est pas rien. Donc, j'en étais très fier. Non, il travaille bien. Et là, il y a une réalité francophone en Louisiane. Il faut bien le savoir. Quand vous promenez à Lafayette, autour, dans les bayous, vous rencontrez des gens qui vous parlent français. J'avais dit un jour à Abdou Diouf que les États-Unis pouvaient rentrer dans la francophonie grâce à la Louisiane. Quand les princes du port gardent en main le sort, amis, de milliers d'exilés, mal du pays, quand tu rêves la nuit exilé de ton île, entends-tu tous ces bruits, ces rumeurs de ta ville? Les musiques dans les cours, les jaseries des commères, les enfants de Carrefour et les vagues de la mer. Toi tu traînes ta vie et ton mal du pays, ami, le long de ces hivers tellement loin de la mer. Reviendras-tu là-bas chanter la liberté, pour que meurent les rois qui l'avaient trafiqué, pour que chantent à nouveau les espoirs de ton île. Le mal du pays du chanteur haïtien Mano Charlemagne, décédé fin 2017. Ce morceau remonte, lui, à 1984. Il est extrait de l'excellente compilation de Rossé que nous avions reçue pour les damnés de la terre. Damnés d'ailleurs qu'il écrit en écriture inclusive et .e.s. Qu'est-ce que vous en pensez de l'écriture inclusive, vous, Bernard Cerchiglini ? Il faut la réserver aux emplois techniques, offres d'emploi, circulaires. Pour le reste, la langue dispose de tout ce dont elle a besoin. On peut dire les candidats et les candidates, s'il faut montrer que... Donc vous n'êtes pas pour ? Je ne suis pas contre non plus, c'est une notation technique. La francophonie, est-ce qu'elle s'appuie suffisamment sur ces vecteurs musicaux, naturels, très riches, comme ce qu'on vient d'entendre, d'Afrique à la Caraïbe, en passant par l'Océanie, l'Amérique du Nord, l'océan Indien ? Oui, elle le fait, elle a raison de le faire, elle devrait le faire davantage. Car ce qui s'associe à la langue, c'est le chant. Fondamentalement. Et on chante en francophonie, comme on vient de l'entendre admirablement. Et alors justement, si on chante moins en français aujourd'hui, là on était en 1984, est-ce que ça ne vient pas d'un élan insuffisamment soutenu ? Oui, et puis d'une facilité. Voir la France concourir à l'Audiovision par un chant... À l'Eurovision, oui. L'Eurovision, pardon. Par une chanson en anglais ridicule. Quand il y a 100 millions de personnes qui, dans le monde, apprennent le français. Ce n'est pas rien. Il y a un désir de langue française. Ça veut dire aussi un désir de culture, de littérature, de chant. Et nos chanteurs chantent en anglais. Et alors, est-ce que vous avez l'impression que les grands noms sont suffisamment perpétués, entretenus ? Dans 2 ans, ce sera le centenaire de la naissance de Georges Brassens. Il était né en 1921, donc on y arrive. Est-ce que vous ne pensez pas que tout ce répertoire, finalement, est très mal connu ? Est-ce qu'il ne mériterait pas un enseignement dans les écoles ? Il y a longtemps Il y a beaucoup d'écoles qui s'appellent Georges Brassens, mais est-ce qu'on chante du Georges Brassens ? Oui, on le chante, on l'étudie. Regardez, l'école, nous avons une conception un peu étroite. Regardez de fait ce que les enfants apprennent à l'école. Ils apprennent toujours La Fontaine, mais ils apprennent Brassens, Léon Ferré, Robert Desnos, Jacques Roubaud. Je suis très optimiste, c'est ma nature. Bon. Faisons confiance au maître. Soit. Lui continue d'enseigner la littérature francophone aux États-Unis. Alain Mabancou est professeur à l'université Ann Arbor du Michigan. Invité de Francosphère l'année dernière, l'écrivain franco-congolais nous rappelait pourquoi il avait décliné la proposition d'Emmanuel Macron d'intégrer un comité sur la langue française et la francophonie. C'était toujours en des termes vagues. Il faut participer à la rénovation de la francophonie
et de la langue française. Déjà, je pense qu'il faut qu'on fasse une distinction. Je ne suis pas l'ennemi de la langue française. Je travaille dans la langue française, j'enseigne la langue française, je reconnais son aspect international et la langue française n'appartient plus aux Français. Et de toute façon, si on fait les calculs, le nombre de gens qui parlent la langue française à l'extérieur de la France est plus impressionnant qu'on nous laisse croire. Je ne sais pas, en France, ils sont 66 millions. Comparé aux 380 ou presque 400 millions, la France devient une petite parcelle qui s'exprime en français. Alors, ce qui n'est pas dit là-dedans, Bernard Cerchilini, mais qu'on entend peut-être quand même, c'est que la francophonie bute encore sur l'écueil colonial. Non, je ne crois pas. C'est du passé. Vous savez, il y a juste 1 an et 1 jour, le président Macron s'adressait à l'Académie française et a eu cette phrase merveilleuse « Le français s'est en somme émancipé de la France. Il est devenu cette langue archipel, cette langue monde. » Ce sont des paroles de glissant. Entendre un président de la République dire cela, c'est très fort. La France a compris que la francophonie est mondiale. Elle a fait le don de sa langue au monde. Le monde l'a fait fructifier, c'est une bonne chose. Donc pour employer un vocabulaire politique, vous ne trouvez pas qu'il y a trop de verticalité entre la France et les pays francophones ? Il y a des vieux réflexes, bien sûr. Quand la francophonie a été créée, tout de même, à l'époque, elle a été encouragée par la France, je le sais. Vous savez, à la manœuvre, on ne le dit pas dans les histoires de la francophonie, mais nous sommes entre nous, je vais vous le dire, à la manœuvre pour la création de la francophonie. Il y avait quelqu'un qui s'appelait Foccart. Jacques Foccart, le monsieur Afrique de Gaulle. Hein. Mais bien sûr, simplement. Monsieur France-Afrique même, on peut dire. Mais oui, et tout ce que ça évoque. Simplement, les Africains se sont saisis de la chose. Rappelez-vous de la formule que tout le monde cite. Dans les décombres du colonialisme, on a trouvé cet outil merveilleux. Et maintenant, la France, par la voix de son président, reconnaît que c'est de l'horizontale, la francophonie. Et en tant que recteur de l'Agence universitaire de la francophonie, j'ai vécu cela tous les jours. Oui, l'écrivain algérien Katabi Yassine parle du français comme un butin de guerre. Hein. Oui, en effet, bien sûr. Mabankou est dans le Petit Larousse depuis l'édition 2018. Vous attendez votre tour, Bernard Cerchilini, pour service rendu à la patrie linguistique ? Non, certainement pas. Donc pas d'académie, pas de dictionnaire ? Non. Restons modestes. Et je suis content qu'Alain Mabankou, qui est un très grand écrivain et une figure de la francophonie, soit rentré cette année dans le Petit Larousse. Rentrent aussi des gens que j'ai plaisir à saluer, mais vous saurez en mai leur nom. Parmi les multiples titres et décorations qui vous ont été décernés, à vous, Bernard Cerchilini, lequel vous est le plus cher ? Mon élection à l'Oulipo. C'est ce dont je suis le plus L'ouvroir de littérature potentielle. J'ai été élu à l'Oulipo et je ne m'y attendais pas parce qu'on ne doit pas être candidat. J'ai été choisi, j'en suis fier, c'est vraiment ma tribu. Nous terminons comme à l'accoutumée par le Speak French de Jean-Marie Chazot sous la dictée de Monsieur le Professeur pour TV5 Monde, Bernard Cerchilini. A, B, syllabe, métaphore. Une chronique de linguiste n'échappe pas à l'anglais pour mieux expliquer certains termes passés dans le quotidien d'un francophone, avec l'accent d'Oxford plutôt que celui de Dallas. Exemple avec le smartphone. En anglais familier, smart signifie malin. This guy is smart correspond à ce type est futé. Un smartphone. Si l'on veut éviter un anglicisme, comment dire ? Ordiphone ou téléphone intelligent, voire mobile multifonction, recommandé par les organismes idoines, c'est pas gagné. Autre exemple avec le gazole proposé en 1971 à la place du gasoil. Reconnaissons toutefois que gasoil, francisation brutale de l'anglais gas oil, était bien implantée. Sans parler du fuel, mais merci professeur, chronique bien nommée, nous apprend beaucoup aussi sur l'inventivité lexicale des francophones. Au Burkina et en Côte d'Ivoire, on appelle taxi sans payer le car de police grillagé qui transporte les personnes arrêtées. Voilà qui nous parle davantage que notre panier à salade. Et comme le dit aussi Bernard Cerchilini, autant de mots imagés qui sont comme le sourire de la conversation. Oxymore. Alors c'est une manière de dire que le français est plus conservateur et le francophone plus rénovateur, encore une fois, Bernard Cerchilini. C'est vous qui l'avez dit. En l'occurrence, pour ce qui est de la féminisation, oui, nous avons été dépassés, c'est très bien, par les francophones. Le français appartient à celui
qui non seulement le parle, mais le fait vivre. L'efficacité de certains mots anglo-saxons, vous parlez dans vos chroniques de smartphone, on a du mal à le remplacer. Télémalin pour smartphone, ça ne marche pas. Ça n'a pas marché. Bon, écoutez, on dit un portable. Maintenant, tous les portables sont intelligents. Un portable suffit. Vous savez, un anglicisme nous frappe, nous dérange quand il apparaît dans la langue, ou plutôt dans une publicité dont c'est la mission d'attirer notre attention. Mais on ne s'aperçoit pas que l'anglicisme disparaît. Le plus grand cimetière en France, c'est le cimetière des anglicismes disparus dans l'indifférence. Alors, est-ce qu'il n'y en a pas un qui pourrait rejoindre ce cimetière? Parce que l'Académie a une bonne idée, tiens. C'est fake news et l'Académie propose un Fox. Non, ce n'est pas l'Académie, c'est la commission, de terminologie avec l'accord de l'Académie. Et je salue la commission qui travaille bien. Un Fox est excellent et il est en train de prendre. Vous allez voir que fake news va disparaître assez vite au profit de un Fox. Le français a tous les moyens morphologiques, sémantiques, l'humour même, de créer des mots. Un Fox, c'est vraiment bien. Est-ce que la langue, c'est pas une question de rapidité? On l'a vu avec Ordinateur, qui est arrivé à temps et qui du coup a pu s'imposer. C'est vrai que pour fake news, il va quand même falloir le déloger, même si vous dites que le cimetière l'attend. C'est pas si facile quand un mot a commencé à s'implanter. C'est le problème, vous avez raison. C'est-à-dire que ce sont comme dit Michel Serres, ce sont des californismes qui arrivent à toute vitesse avec l'objet qu'ils désignent, qu'ils rentrent dans la langue. C'est pratique, on prend le mot en anglais. Il faut travailler, mais on travaille bien, et pas seulement nous les Français, les Belges, les Québécois, à les déloger, et nous y parvenons. Et pourquoi certains mots astucieux comme courriel ne prennent pas? Moi, je l'utilise tous les jours, et vous? Eh bien, pas tant que ça. Merci en tout cas, Bernard Cerchiglini. Je renvoie à votre dernier livre, Au Seuil, Le ministre est enceinte, à votre chronique sur TV5 Monde. Merci, professeur. Vos nombreuses publications Larousse et votre présence abondante sur Internet. Merci également à Corinne Alexia, Thierry Belmont, Anne Bonneau, Jean-Marie Chazot, Sandrine Weber et Bruno Dessommes.